Bonsoir à toutes et à tous. Voici les titres de l'actualité de la semaine dans la MRC de Portneuf et une partie de la Jacques-Cartier. Un nouveau projet destiné à soutenir les jeunes en difficulté voit le jour dans notre région. La Fondation Santé Portneuf a lancé mardi à Saint-Raymond le Dôme Émergence Jeunesse Portneuf, une ressource qui offrira un milieu de vie temporaire et sécurisant aux 12 et 17 ans vivant dans des situations familiales complexes. On vous en dira plus dans le téléjournal. Puis c'était il y a 10 ans, le 1er mai 2016, un incendie dévastait les studios de CJSR. Stéphane Lépine, alors coordonnateur technique, se souvient du moment où tout a basculé. Et ce drame en rappelle un autre. En 2006, la station avait aussi été ravagée par les flammes. L'ancien chef d'antenne, Michel Beausoleil, revient aussi sur la pression et les défis vécus pour continuer d'informer la population. Vous allez les entendre. Ensuite, une vingtaine de jeunes ont participé jeudi dernier à un atelier de pousse sur terreau à Deschambault. Organisé par Place aux Jeunes, l'activité combinait apprentissage du jardinage et intégration dans la région. Les participants sont repartis avec leur propre mini-jardin. Après une expérience à la serre pédagogique et solidaire de Portneuf. Enfin, la mémoire collective prend un nouvel élan à Donnacona. La Société d'histoire a été lancée le 22 avril, avec pour mission de préserver et valoriser le patrimoine local. Porté par des bénévoles, le projet offrira expositions, activités éducatives et un centre de documentation accessible au public. Vous en aurez le cœur net dans le reportage. On commence par un rappel douloureux. C'était il y a 10 ans, mais les images sont encore gravées dans nos mémoires. Le 1er mai 2016, un incendie dévastateur emportait les studios de notre station de télévision CJSR et un siècle d'histoire locale. Stéphane Lépine, coordonnateur technique de l'époque, était sur place. Il nous raconte ce moment où tout a basculé. Mai 2016, 1er mai 2026. Voilà 10 ans que la station de CJSR a subi un incendie ravageur. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir M. Stéphane Lépine, qui était à l'époque le coordonnateur technique de CJSR. Bienvenue, M. Lépine. Bonjour, ça va bien? Bien, merci. Oui. Ça fait plaisir de vous recevoir ici. Alors, aujourd'hui, nous allons mettre le point sur l'incendie qui avait ravagé à l'époque la station de CJSR. Vous étiez un témoin oculaire. Voilà, la personne qui avait vécu à l'époque ce triste moment. Qu'est-ce qui avait causé l'incendie, Stéphane? Bien, il y a plusieurs personnes qui ont été des témoins oculaires importants. Moi, je suis arrivé un petit peu plus tard dans l'histoire. C'est-à-dire que j'étais un petit peu à l'extérieur. Puis quand on m'a appelé pour me dire qu'il y avait un incendie incroyable puis qu'il faut que je m'en vienne, c'est ce qu'elle a dit. J'étais arrivé dans les alentours d'1 heure le matin environ. Parce que l'incendie, on dit 1er mai, mais dans le fond, il a décollé le 30 avril. C'est vraiment une cause inconnue. Il y a eu des enquêtes qui ont été faites. Il y a beaucoup d'histoires qui ont été racontées là-dessus, mais rien de prouvé parce que l'incendie était vraiment dévastateur. On parle d'une bâtisse d'environ 100 ans qui avait abrité beaucoup. Il y avait beaucoup de passé dans cette bâtisse-là. C'est une bâtisse de 2 étages qui appartenait à Derry Télécom, l'ancien Vidéo Derry dans le temps, maintenant Cogeco. Et puis, nous, on était là, j'ai remonté dans ma mémoire, on était là depuis à peu près 10-12 ans. Avant, on était dans l'ancien couvent, juste à côté de l'église. OK, mais ça, avant, c'était des logements communautaires qui sont devenus maintenant des logements pour les personnes âgées. Donc, on avait déménagé et ça faisait environ 12 ans qu'on était là. On était au 2e étage, à l'arrière de la bâtisse, dans ce que les gens connaissent, les plus vieux connaissent comme l'ancien dentiste. À l'époque, c'est là que c'était le dentiste. Donc, on avait quand même beaucoup de choses là. Toutes nos archives étaient là. On avait commencé le transfert des archives, mais ça n'avait pas été complété.
Et puis là, on arrive, puis moi, je suis arrivé la nuit, puis tout était parti, c'était terminé. Moi, quand je suis arrivé, où était mon bureau, je m'en vais en arrière, je regarde, puis il y avait rien, il n'y avait plus rien. C'était juste un tas de bois à terre qui brûlait intensément. Donc, ouais, ça donne un coup. Ceux qui travaillaient à CJSR à l'époque ont vécu des heures très intenses, sans électricité ni moyen de diffusion. L'ancien chef d'antenne Michel Beausoleil se souvient encore de la pression et des défis pour informer la population malgré tout. Il revient aussi avec nous sur ces moments marquants. Écoutons-le. Monsieur Beausoleil, en 2016, vous étiez chef d'antenne à CGSR et vous étiez en première ligne pour donner l'information. Comment avez-vous vécu vraiment cette pression dans ce contexte imprévisible? En fait, le problème qu'on avait, c'est qu'on ne pouvait pas diffuser. Alors, il fallait justement essayer de cueillir le plus d'informations possibles, pertinentes, des entrevues. Parce que durant 48 heures, justement, c'était impossible. Il n'y avait plus d'électricité, il n'y avait plus de téléphone. Alors, c'était de recueillir le plus d'informations durant ce temps-là et de trouver une solution pour la diffusion. C'est sûr qu'on pouvait alimenter quand même, parce que j'ai alimenté des médias de Québec qui sont venus. Des médias, que ce soit Radio-Canada ou TVA ou les autres médias aussi. Donc, on a pu quand même donner l'information à ces médias-là pour qu'ils puissent diffuser le plus rapidement possible. Alors, il y a comme un travail d'équipe qui se fait aussi entre journalistes à ce moment-là. Mais évidemment, c'était de retrouver les ondes. C'était ce défi-là. Et dans ma tête, automatiquement, normalement, le conseil de ville de Saint-Raymond pouvait faire l'affaire. Et effectivement, on a pu être en onde assez rapidement quand même. On se rend maintenant à Pont-Rouge. Des investissements sont annoncés pour mieux protéger l'eau potable dans notre comté. C'est vendredi, lors d'une conférence de presse à Pont-Rouge, que le gouvernement du Québec a confirmé une aide de plus de 120 000 $ pour soutenir les municipalités, notamment Pont-Rouge et Neuville. Objectif, prévenir les risques et assurer une eau de qualité à long terme. Voici l'essentiel à savoir. C'est une ressource essentielle. L'eau, on ne peut pas vivre sans elle. Des investissements ont été annoncés afin de renforcer la protection des sources d'eau potable dans la région de Portneuf, avec une approche axée sur la prévention et la durabilité. C'est vendredi, lors d'une conférence de presse à Pont-Rouge, que ces mesures ont été dévoilées. Puis l'eau, eh bien, c'est la base de la vie, hein. C'est la base aussi de notre qualité de vie, c'est la base du développement dans nos municipalités. Donc pour notre gouvernement, c'est vraiment important d'accompagner les municipalités lorsqu'elles lèvent le doigt justement pour poser des gestes qui vont en ce sens. Le gouvernement du Québec accorde plus de 120 000 $ pour soutenir l'élaboration de plans de protection des sources d'eau potable, notamment à Pont-Rouge et à Neuville. J'ai le plaisir d'annoncer qu'une aide de plus de 120 000 $ dans le cadre du programme pour l'élaboration des plans de protection des sources d'eau potable est octroyée à Portneuf. PEPSEP, son acronyme un petit peu difficile à prononcer. Il est financé par le Fonds bleu. Ce programme, c'est une aide précieuse pour aider les municipalités, comme je le disais tout à l'heure, à protéger leurs sources d'eau potable, en identifiant les menaces, bien entendu, en planifiant surtout les mesures à mettre en place pour éviter les menaces et les vulnérabilités, et bien entendu, pour leur permettre d'élaborer un plan de protection efficace et durable. Alors on vise ainsi un approvisionnement en eau de qualité et à long terme partout dans Portneuf. Dans le détail, la ville de Pont-Rouge reçoit une aide de 98 000 $. Il me semble que le programme de mémoire est assez généreux. Je pense que c'est 70% du total. Donc Pont-Rouge reçoit une aide de 98 000 $ et la ville de Neuville reçoit une aide de 24 000 $. L'objectif est bien souvent de limiter les concentrations en nitrite et nitrate. C'est aussi de localiser les endroits à risque. C'est aussi le moyen d'intervenir à des
adéquatement là où il le faut. Et ça passe bien entendu par la prévention auprès des citoyens, mais aussi ça passe par la communication avec nos agriculteurs. Souvent, ils sont montrés du doigt, mais c'est pas l'exclusive cause de l'apport en nitrite et nitrate. Il y a des recherches en cours dans ce domaine qui démontrent aussi que l'aspect géologique peut intervenir dans tout ça. À Pont-Rouge, l'aide financière servira à mieux protéger les 4 sources d'eau qui alimentent la ville. L'aide financière permettra l'élaboration de notre plan de protection pour les 4 sources d'eau potable qui alimentent notre réseau municipal afin de mieux protéger nos sources d'approvisionnement en eau, notamment en priorisant les menaces à la qualité ou à la quantité d'eau, identifiées dans l'analyse de vulnérabilité, et en planifiant des mesures concrètes pour y faire face. Notre plan orientera majoritairement les mesures de protection en lien avec les nitrates. Du côté de Neuville, le plan est déjà avancé, avec une approche axée sur la prévention et la collaboration avec les acteurs du milieu. Ce projet nous a permis aussi d'ajuster un peu notre approche. Donc, on a essayé de passer d'une culture où on réagit, donc une culture de réaction, à une culture de prévention. Donc, assurément, c'est en anticipant les menaces qu'il peut y avoir sur notre territoire qui peuvent survenir qu'on peut garantir vraiment la pérennité de notre ressource. Les autorités rappellent que malgré certains épisodes ponctuels dans le passé, la qualité de l'eau respecte actuellement les normes. Mais la quantité d'eau, là, on en a beaucoup d'eau. Puis l'année passée, là, on a eu des périodes où il n'y a pas eu d'eau, là, mais les puits, là, ça a tout le temps fonctionné. Là. Nous autres, ce qu'on sait du côté technique, là, il n'y a pas de problème d'alimentation en eau. Pour l'instant, on n'a pas de problème d'approvisionnement. On en a en eau suffisante, en quantité suffisante. On en a dans la qualité qui respecte 100% les normes. Avec ces démarches, les municipalités souhaitent anticiper les défis liés à la croissance et protéger une ressource essentielle pour les générations futures. Papa Moussa Kamara, depuis Pont-Rouge, pour CJSR. Au Québec, on est fiers de nos richesses. Arrête donc. Pas toi, le graphite dans ta raquette. Hein? On a de grandes ambitions dans la production de gallium. Quoi? Ben, du gallium. Il y a ça dans ton ordi. Juste là. Ah! Le Québec, c'est un vrai chef de file en production de... Oui, on a compris. En production de bois de construction. Exact. Le chantier par là. Au Québec, la gestion responsable et durable de nos ressources, on la met à l'avant-plan. La Corporation de transport régional de Portneuf a tenu son assemblée générale annuelle jeudi dernier à Donnacona, dévoilant de nouvelles ententes, des projets de navettes et une forte hausse de l'achalandage étudiant. La satisfaction des usagers demeure très élevée. Arthur Bordelot a fait le point. La Corporation de transport régional de Portneuf, la CTRP, s'est donné rendez-vous à l'hôtel de ville de Donnacona jeudi dernier pour leur assemblée générale annuelle. Voici les faits saillants. Les faits saillants, vous voyez, navette urbaine pour l'événement d'Ansereau. On a des ententes avec les municipalités pour faire ponctuellement des navettes. Déploiement d'un deuxième essai de navettes pour le Festival d'été de Québec. D'ailleurs, on va le voir tantôt. Évaluation du niveau de satisfaction des usagers de l'ensemble des services. Mise en service d'un projet pilote de navettes récréatives en partenariat avec Navette Nature. L'année passée. Oui, qui devait aller à Parc régional de Portneuf puis à Vallée-Bras-du-Nord, entre autres. Réalisation d'une évaluation, excusez-moi. Réalisation des fiches descriptives de l'ensemble des stationnements incitatifs. Renouvellement et installation de nouvelles affiches de stationnement. Participation aux réunions avec la RTC et la Ville de Québec afin d'anticiper l'impact des travaux du tramway. Puis en 2025, la CTRP enregistre une augmentation de 4,8 des déplacements. En 2025, la CTRP a effectué près de 34 000 déplacements, plus de 22 000 en transport collectif et plus de 11 000 en transport adapté. On a vendu 51 laissez-passer mensuels, qui est une régulier. Le régulier, c'est les gens travailleurs. Donc, on a une baisse du régulier, 25 %. Par contre, on a une hausse de l'achalandage en étudiants, 41 % de plus de laissez-passer étudiants vendus en 2025. C'est les étudiants qui s'approprient les navettes journalières. Et c'était le but, quand on les a créées en 2010, la volonté de la MRC, c'était de favoriser les études post-secondaires. Donc, on dirait que l'objectif est atteint. Là. On atteint vraiment, c'est les étudiants qui le prennent.
Les autres, les réguliers, c'est les fonctionnaires qui vont rentrer au travail 1 journée, 2 journées par semaine. Puis on se dit que c'est tant mieux s'il y a plus d'étudiants. Ça veut dire que tantôt, ce sera peut-être éventuellement des clients futurs par rapport à qui seront travailleurs. Si tu connais prendre l'autobus, bien là, tu vas peut-être... C'est un bon service, pourquoi pas la reprendre. Un sondage a été effectué au sujet de la satisfaction de la clientèle de la corporation en 2025. L'appréciation globale des services de transport collectif est de 4,7 sur 5. Du côté des transports adaptés, l'appréciation globale a été évaluée à 4,4 sur 5. D'autres statistiques ont été mesurées. Le tout est disponible sur le site transportportneuf.com sous l'onglet Infos utiles. Ça nous permet de s'améliorer. On cible pourquoi. À la limite, on pourrait leur demander qu'est-ce qui cloche. Puis là, on peut s'adapter ou s'assurer d'améliorer notre service. C'est fait systématiquement sur un nouveau service. Exemple, si on ferait un nouveau service cet été, à la fin du service ou à un moment donné, on ferait une évaluation pour pouvoir corriger le tir. Mais dans la globalité de tous nos services, ça va être fait aux 2 ans. La date d'une prochaine assemblée générale annuelle a été décidée à la fin de la rencontre. Elle aura lieu le 22 avril 2027. L'endroit de la prochaine assemblée n'est pas encore confirmé. C'était Arthur Bordelot, depuis Donnacona, pour CJSR. Un nouveau service d'aide pour les jeunes en difficulté voit le jour dans Port-Neuf. Mardi à Saint-Raymond, la Fondation Santé Port-Neuf a inauguré le dôme Émergence Jeunesse, un milieu de vie temporaire et sécurisant destiné aux 12 et 17 ans, confrontés à des situations familiales complexes. Voici les détails. La Fondation Santé Port-Neuf a lancé officiellement le projet Le Dôme Hébergement Jeunesse Port-Neuf mardi à Saint-Raymond. Cette nouvelle ressource offrira un milieu de vie temporaire et sécurisant pour les jeunes de 12 à 17 ans vivant des situations familiales difficiles. Une première dans la région qui permettra d'éviter le déracinement vers les grands centres. En fait, présentement, on a des jeunes qui ont besoin de sortir de leur milieu de vie de façon temporaire pour repositionner certains éléments, soit pour eux personnellement ou des problématiques avec la famille. Et on n'a pas de ressources dans la région. Donc, les jeunes doivent soit rester dans leur milieu qui n'est pas sain présentement pour eux, ou aller dans des hébergements jeunesse à Québec, quelque chose qui fait qu'ils sont déracinés, ils vont plus à l'école, ils sont plus avec leurs amis, etc. Donc ça crée d'autres problématiques. Donc, le fait d'aider la création du dôme dans Port-Neuf, ça va pouvoir régler toutes ces problématiques. Évalué à environ 2 millions de dollars, le dôme est porté par plusieurs partenaires du milieu et s'inscrit dans un élan de solidarité régionale pour le mieux-être des jeunes. Écoutez, moi je trouve que c'est un grand moment qu'on vit aujourd'hui, mais encore une fois, c'est notre jeunesse, c'est notre avenir, et cette jeunesse-là, c'est l'avenir de Port-Neuf. Il faut en prendre soin. Parfois, on a des jeunes qui traversent un moment difficile, mais il faut savoir les accompagner, les protéger finalement, préserver ce tissu social autour d'eux, pour les préserver dans notre région, pour s'assurer qu'ils restent chez nous et qu'ils se sentent bien chez nous surtout. Bien, merci de Port-Neuf. On soutient les projets créatifs dans notre région et c'est un projet régional pour notre jeunesse de chez nous. Puis on a une MRC qui de plus en plus prend sa place et de réussir à supporter notre jeunesse, s'assurer qu'on les garde chez nous, ce n'est que positif. Le projet prévoit 7 places d'hébergement et un accompagnement psychosocial, tout en favorisant le maintien des liens scolaires et familiaux. En fait, c'est un hébergement jeunesse qui va compter 6 chambres régulières, plus une chambre d'urgence, si des fois quelqu'un a besoin très rapide par rapport à ça. Donc, on va pouvoir héberger jusqu'à 7 jeunes à la fois. L'événement s'est conclu par une pelletée de terre symbolique, marquant le début concret du projet. Là, c'est un test. Papa Moussa Kamara, depuis Saint-Raymond, pour CJSR. Ici, on se crée des souvenirs au fil des saisons et on vit au rythme de nos passions.
Ici, quand l'aventure nous appelle, on répond. Ici, à Saint-Raymond, ma destination pour un séjour plein air réussi. L'imaginaire était à l'honneur lors du thé des artistes où citoyens et créateurs ont participé dimanche à un atelier d'art-thérapie animé par Aline Damour. Organisé au vieux couvent de Neuville, l'activité invitait chacun à explorer ses émotions par les images et les couleurs, dans une ambiance conviviale favorisant le bien-être et le dialogue. Regardons ça. L'imaginaire était à l'honneur lors du thé des artistes. Une rencontre conviviale autour de la création et de l'art-thérapie. Animé par Aline Damour, l'atelier a permis aux participants d'explorer leurs émotions à travers les images, les couleurs et l'intuition. Les images, c'est une façon de démontrer que l'imaginaire, notre créativité, fonctionne par flash d'images qui originent de notre inconscient puis qui viennent finalement à notre disposition pour pouvoir créer des œuvres. Alors, c'est important de penser en termes d'images, de penser en termes d'images qu'on peut générer de façon intuitive. Parmi les participants, plusieurs ont été marqués par la portée introspective de l'exercice. Tenu dimanche au vieux couvent de Neuville, l'événement a aussi été un moment fort d'échange interculturel. Bien, elle nous a parlé de sa roue de médecine, elle appelle le mandala. Elle nous a parlé de la roue de médecine, qu'est-ce que c'est que pour elle ça représente. Et puis moi, j'ai fait le lien entre notre culture et le mandala. Ensuite de ça, j'ai remarqué des éléments qu'il y a dans ces dessins et qui m'ont rappelé des choses, soit quand j'étais petite ou même des choses qui s'en viennent aussi. Je suis une artisane aussi, alors on travaille beaucoup dans ce sens-là. Nous, on travaille avec les anges, avec les crânes d'animaux, avec les plumes et l'esprit et tous ces éléments-là. C'est souvent aussi par là qu'on découvre les similitudes, les attachements, comment l'humain en soi s'est développé, puis qui va toujours tendre vers les mêmes ouvertures à ce niveau-là. Donc ça, c'est une chose que ces événements-là démontrent. Pour d'autres, l'atelier a été une occasion de reconnecter avec leur propre créativité. J'adore l'approche de laisser les gens expérimenter, les gens libres de se questionner soi-même avec les différents matériaux. Donc, c'est ça qui me parle dans cette approche-là. Puis les images, c'est une technique que j'adore, de se laisser choisir par une image, puis de ce que ça nous révèle de soi, en fait. L'approche proposée repose sur l'expérimentation et la liberté. En fait, moi, je suis dans mon processus de travailleur autonome. Je suis en train de changer mon branding. Puis, l'image que j'avais choisie, c'est une petite fille avec les mains pleines de peinture qui a les deux mains dedans. Donc, je suis en train de tout mettre de la créativité puis de la couleur dans mon entreprise. Donc, c'est ce que l'image m'a révélé. Au fil de l'activité, les participants ont partagé leur interprétation, créant un espace d'écoute et de compréhension mutuelle. Alors, quand les gens se prêtent à l'exercice, je trouve ça intéressant parce que ça permet de partager avec les autres, chacun leur vision. Alors, c'est très utile dans les groupes pour souder ou amener les gens à se connaître. Entre introspection, création et dialogue des cultures, le thé des artistes démontre que l'art peut être bien plus qu'une expression. Un véritable pont entre les individus. Papa Moussa Camara, depuis Neuville, pour CJSR. La mémoire collective prend un nouvel élan à Donnacona. La Société d'histoire a été lancée le 22 avril.
avec pour mission de préserver et valoriser le patrimoine local. Porté par des bénévoles, le projet offrira expositions, activités éducatives et un centre de documentation accessible au public. Nos objectifs visent à faire connaître l'histoire de Donnacona et son patrimoine, à conserver, protéger et mettre en valeur le patrimoine et sensibiliser les citoyens à sa protection. La mémoire collective prend un nouvel élan. La toute nouvelle société d'histoire a été officiellement lancée le 22 avril à Donnacona, avec l'ambition de préserver et valoriser le patrimoine local. Créée à la suite d'un intérêt grandissant de la population, l'initiative arrive à point nommé, comme l'explique son président Fernand Morel. Mais étant donné qu'on avait quand même beaucoup d'archives qui avaient été conservées par M. Claude Frenette, et M. Frenette avait, avec la Ville, s'est entendu pour que la Ville reprenne les archives, à ce moment-là, la période était bonne. Et depuis les fêtes du centième qui avaient lieu en 2015, il y avait beaucoup de monde de la population qui nous disait que ça serait le fun s'il y avait une société d'histoire. C'est-à-dire que le timing était quand même très bon pour partir. Puis, étant donné qu'on a une population quand même vieillissante, c'est-à-dire que ça nous permettait peut-être aussi de pouvoir avoir un background de nos personnes plus âgées pour comment était Donnacona, il y a 50, 60, 75 ans. L'organisme souhaite notamment récupérer et conserver des archives parfois oubliées dans les maisons. Actuellement, c'est d'essayer de conserver le plus le patrimoine possible. On sait qu'à Donnacona, aux Écureuils, il y a beaucoup de patrimoine peut-être dans les sous-sols, dans les garde-robes. Quand souvent les personnes décèdent, les enfants ou tout ça, ils ne voient pas d'intérêt pour des choses. Pendant qu'on veut conserver ce patrimoine-là. Puis la prochaine étape pour nous autres, c'est vraiment de mettre une structure pour archiver tous les documents, archiver toutes les photos, d'avoir une structure. Puis présentement, au mois de mai, on rencontre déjà une compagnie avec un logiciel pour pouvoir archiver nos documents. Installée à la Maison de la Culture Georges Hébert Germain, la société offrira un accès direct aux documents pour les citoyens. Au-delà de la conservation, la mission est aussi de transmettre aux jeunes générations. M. Morel, tout à l'heure, mentionnait qu'ils ont pris l'initiative d'organiser une tournée avec nos jeunes. Il faut savoir d'où on vient pour savoir où on va aller. Il faut s'enrichir de notre passé. C'est ce qui fait qu'on est meilleur et on est plus fort et on est plus résilient. Puis disons que notre jeunesse, elle a besoin de s'accrocher à quelque chose. Chapeau au conseil d'administration. Vraiment, c'est toujours inspirant de voir des gens qui se prennent en main et qui prennent finalement ce qui peut paraître pour certains un fardeau, mais qui en réalité est notre richesse de pouvoir transmettre aux générations futures d'où on vient, comme le disait Joël, mais surtout comment notre société s'est bâtie. Donc vraiment, moi je suis fier de voir une société comme la vôtre naître aujourd'hui. C'est un grand jour, 111 années après la fondation de la ville de Donnacona. Plusieurs activités sont prévues, dont une première exposition en juin et des projets éducatifs avec les écoles. Financés en partie par des partenaires locaux et des contributions citoyennes, la Société d'histoire de Donnacona mise aussi sur l'implication de la communauté pour se développer. Une initiative qui rappelle que derrière chaque ville, il y a une histoire et surtout des citoyens prêts à la faire vivre. Papa Moussa Kamara, depuis Donnacona, pour CJSR. Saviez-vous qu'il existe de nombreux crédits d'impôt auxquels vous pourriez avoir droit? Pour savoir lesquels, c'est simple. Consultez le justepourtous.ca. Tous les crédits d'impôt disponibles sont là. Ainsi que vous soyez parent, aîné ou encore proche aidant, étudiant ou travailleur autonome, vous pourrez facilement identifier les crédits d'impôt qui vous concernent. Assurez-vous d'en bénéficier. Rendez-nous visite au justepourtous.ca. Une vingtaine de jeunes ont pris part jeudi dernier à un atelier de pousse sur terreau à Deschambault. Organisé par Place aux Jeunes Portneuf, l'activité mêlait initiation au jardinage et intégration dans la région. Les participants sont repartis avec leur propre mini-jardin, après un passage à la serre pédagogique et solidaire de Portneuf. Suivons les précisions. Êtes-vous familier avec les familles de légumes? Ça sent déjà le printemps. Une vingtaine de jeunes ont mis les mains dans la terre lors d'un atelier de culture de pousses organisé à la serre pédagogique et solidaire de Deschambault.
jeudi dernier. Au programme, dégustation, apprentissage et création de mini-jardins à ramener à la maison. Pour plusieurs participants, c'était une première découverte. Aujourd'hui, j'ai goûté des pousses que je connaissais pas forcément. Il y en a qui piquent. Celle du radis, ça m'a bien piqué, j'ai pas trop aimé. Mais c'était très sympa. On a visité un petit peu la petite serre qui était derrière. Et puis là, on parle un peu avec tout le monde. Au-delà de l'activité, c'est aussi une occasion de tisser des liens. On est quand même un petit groupe et on peut rencontrer des gens, on peut parler avec tout le monde. Donc ça peut être bien pour l'intégration. Et puis c'est intéressant quand même, on apprend des nouvelles choses. Et puis moi j'aime bien tout ce qui est agriculture. Je suis un peu, mon travail il est un peu dedans et tout, donc je suis contente, ça c'est bien. Même constat pour Francis Benoît, récemment installé dans la région. Ça nous permet de connaître du monde qui habite ici ou qui vont habiter ici. Fait que ça permet de se faire un réseau de contacts puis d'apprendre des nouvelles personnes, de se faire des nouveaux amis dans le coin. L'atelier répond aussi à des besoins concrets du quotidien. Fait que là, justement, on veut commencer à se faire pousser un jardin. Fait que là, d'apprendre à faire des semis puis des pousses puis tout ça, ça aide vraiment, justement, autant à économiser qu'à faire un jardin à la maison puis tout ça. Là. C'est déjà des projets qu'on voulait faire. Fait que là, avoir une activité comme ça nous permet vraiment d'en apprendre plus puis pouvoir le faire nous-mêmes chez nous. Sur place, la serre pédagogique joue un rôle clé dans la transmission des savoirs. Alors, la mission de la serre, il y a 2 missions principalement. C'est de recevoir des groupes scolaires et des groupes communautaires aussi. Donc, on reçoit des poupons jusqu'aux aînés et de transmettre un savoir-faire par rapport à l'alimentation saine et par rapport au jardinage également. Une partie des récoltes est d'ailleurs redistribuée dans la communauté. Puis dans l'autre portion, donc la serre est divisée en 2 portions. Dans l'autre portion de la serre qu'on appelle solidaire, cet espace-là est dédié à la production d'aliments qui sont redistribués dans la communauté, soit dans les collations Santé Portneuf, dans les banques alimentaires ou différents organismes qu'on trouve sur le territoire. Mais au-delà de la technique, c'est l'expérience humaine qui marque. Eh bien, j'avais déjà reçu un groupe l'an dernier. J'avais adoré mon expérience. J'ai moins d'expérience, justement, avec les adultes. Je suis plus familière avec les enfants. On dirait que c'est plus naturel, mais finalement, à chaque fois que je reçois le groupe de place aux jeunes, là, c'est la 2e fois, puis je me rends compte que la curiosité est là chez les gens. Puis c'est de voir les regards, les questions, l'intérêt que les gens ont pour la culture, l'agriculture, la production. Donc, je pense que c'est ça, c'est les yeux curieux que j'aime avec cette expérience-là. Puis de voir les gens réseauter ensemble aussi, moi, de rencontrer ces gens-là, ces nouveaux gens qui sont intéressés par l'expérience portneuvoise. Moi, j'ai déjà été dans leur peau parce que ça fait 10 ans qu'on est arrivé ici. Donc, quand on est arrivé, on avait une jeune famille, on connaissait pas grand monde. J'ai pas grandi ici, donc je trouve que ça amène tellement de diversité, les nouveaux arrivants dans notre coin de pays. Là, c'est merveilleux. Pour Place aux Jeunes Portneuf, organisateur de l'activité, l'objectif est clair. Favoriser l'enracinement des nouveaux arrivants. Ça fait moins d'1 an qu'ils sont dans la MRC de Portneuf. Ils viennent vraiment des 4 coins de notre territoire. Ils apprennent à se parler. On les voit derrière. Là. Ils discutent, ils jasent, ils échangent. Ils font des liens. Donc ça veut dire que plus que tu as des liens sociaux, plus que tu as envie de rester dans une région. Donc, mission réussie. Aujourd'hui, c'est nous d'apprendre à repartir, à faire pousser des pousses sur terreau, à repartir avec, le germinage, comment ça fonctionne. Donc là, c'est aussi une découverte de la région pour ces jeunes-là qui viennent d'arriver, en plus de se découvrir entre eux. Un pari réussi, alors qu'une vingtaine de participants âgés de 18 à 35 ans ont répondu à l'appel. J'ai vraiment appris de A à Z, là, comment faire pousser des pousses à la maison. Fait que c'est très cool. Moi, j'en fais à la maison d'habitude, mais c'est juste dans l'eau. Fait que là, j'ai vraiment appris comment le faire à partir de la terre. Fait que je vais tester ça à la maison parce que dernièrement, mes pousses, ils poussaient plus. Fait que on va tester avec la terre maintenant. Puis j'en ramène chez moi. Fait que c'est très cool pour mon dîner demain. Entre apprentissage, nature et rencontre, cet atelier montre que parfois, il suffit de semer quelques graines pour faire pousser un sentiment d'appartenance. Papa Moussa Kamara, depuis Deschambault-Grondines, pour CJSR. Ainsi se termine ce téléjournal hebdo. Maintenant, place à la météo, suivi de votre émission Interrogé. Merci d'avoir été des nôtres et à la semaine prochaine.